Tracy Harris est mère d'une petite fille de 4 ans lorsqu'elle va disparaître le 7 mars 1990. Une semaine plus tard, son corps sera retrouvé dans une rivière, elle s'était noyée. Mais cette affaire viendra révéler de plus grands secrets. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Tracy Harris, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire qui m'a vraiment tenue en haleine pendant tout le temps où j'étais en train de l'écrire. J'espère que ce sera pareil pour vous, vraiment. Elle est assez dingue et je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous la raconter aujourd'hui, surtout qu'elle a été élucidée il n'y a pas si longtemps que ça, alors que le meurtre a eu lieu en 1990. Donc voilà, c'est chouette de pouvoir vous raconter une histoire qui est vraiment terminée et qui se termine avec une réelle condamnation, mais vous allez voir, ça va être un très long chemin. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes en 1986. Tracy Carol Gunter est une fille de 18 ans vivant dans la ville d'Ozark en Alabama. Elle est en couple depuis l'âge de 16 ans avec Carl Harris qui a 3 ans de plus qu'elle. Lors de son dernière année de lycée, donc lorsqu'elle avait 18 ans et Carl 21 ans, Tracy est tombée enceinte et le couple s'est alors marié et a emménagé ensemble. Quelques mois plus tard seulement, Tracy mettra au monde une petite fille que le couple appellera Caroline. C'étaient des jeunes parents, donc évidemment ils n'étaient pas seuls pour s'occuper de leur enfant et la maman de Tracy était très présente et s'occupait énormément de sa petite fille. Malheureusement, le couple ne semblait pas vraiment aller bien car il y avait des rumeurs dans la ville qui disaient que Tracy était victime de violences domestiques. Personne n'a vraiment su si c'était vrai ou non, mais au bout de seulement 3 ans, le couple a fini par divorcer et malgré tout, ils ont continué à vivre dans la même maison afin d'élever leur fille ensemble. Ça, c'est le cadre de base, mais maintenant plongeons-nous dans la journée du 7 mars 1990. À ce moment-là, Tracy était alors âgée de 22 ans et Caroline, sa petite fille, de seulement 4 ans. Mais voilà, ce jour-là, Tracy va tout simplement disparaître sans laisser aucune trace. En fait, Tracy travaillait comme serveuse dans un restaurant et elle n'avait pas de voiture, donc quand elle terminait son service en début de soirée, eh bien, c'était son ex-mari, avec qui elle vivait toujours, qui venait la chercher en voiture, qui la ramenait à la maison. Et à son tour, Carl Harris allait travailler. Lui, il travaillait dans un supermarché et il travaillait en soirée. Pendant la soirée du 7 mars, Carl a alors été travailler comme d'habitude, mais lorsqu'il est rentré chez lui, son ex-femme avait tout simplement disparu. Caroline, donc leur enfant, est là, mais Tracy, elle, a complètement disparu de la maison. Il va la chercher un peu partout, mais elle n'est pas là. Et c'est quand même vraiment bizarre, donc Carl va directement appeler les autorités pour leur dire que son ex-femme a disparu. Les policiers vont prendre l'affaire au sérieux assez rapidement, ils vont commencer à la chercher un peu partout, mais les jours vont passer et ils ne la retrouveront pas. C'est une semaine plus tard que son corps sera retrouvé dans la rivière Choctawhatchee, à quelques kilomètres de chez elle. Le corps avait en fait été retrouvé sur une bûche près de l'eau, comme si elle s'était échouée là. Il faut savoir que la zone autour de la rivière était un endroit où Tracy et ses amis se réunissaient. Donc elle connaissait assez bien les lieux. Le fait qu'on l'ait retrouvé là-bas peut alors paraître assez plausible. Le problème, c'est que Tracy a été retrouvée dans l'eau et Tracy avait une peur phobique de l'eau. Selon ses proches qui ont été interrogés, c'était impossible que Tracy ait été se baigner d'elle-même. Justement, quand elle allait là-bas à la rivière avec ses amis, elle ne s'en approchait strictement jamais. D'ailleurs, il y a une anecdote qu'une des amies de Tracy a racontée à la police. En fait, les deux filles, quand elles avaient 11 ans, elles ont fait leur baptême ensemble et elle explique que lorsque Tracy a été plongée dans l'eau pour se faire baptiser, lorsque son visage a été immergé, elle a complètement pété un câble et elle était hors d'elle et elle avait tellement peur de l'eau, c'était quelque chose vraiment qui la mettait hors d'elle. Donc par rapport à ça, on sait que Tracy faisait très attention, elle avait très peur de tomber à l'eau et que donc c'est strictement impossible qu'elle soit tombée dans cette rivière juste d'elle-même comme ça. Donc la question des policiers va être de comment
expliquer que son corps ait été retrouvé là. Les enquêteurs vont d'abord fouiller le coin de la rivière et ils ne retrouveront pas grand-chose. Le corps de Tracy se fera alors autopsier, il sera confirmé qu'elle était morte par noyade, il y avait de l'eau dans ses poumons. Par contre, on va aussi retrouver sur son cou des traces de doigts, des hématomes comme si elle avait été étranglée. Donc là, ce fut un énorme bouleversement dans l'enquête, on passe quand même d'un simple accident à une affaire d'homicide. Une enquête plus sérieuse va alors commencer, une enquête pour meurtre, et les policiers vont interroger les proches de Tracy. Et évidemment son ex-mari, Carl, qui était donc potentiellement la dernière personne à avoir vu Tracy en vie, va être interrogé. Lorsque les policiers lui ont parlé, il a dit ne rien savoir, être dans l'incompréhension, et il a laissé les policiers fouiller la maison afin d'y rechercher des indices. Malheureusement, les enquêteurs n'ont rien trouvé et selon eux, il semblerait que Tracy n'ait pas été emmenée de force jusqu'à la rivière. De plus, comme elle avait de l'eau dans les poumons, il pouvait aussi dire qu'elle était arrivée sur les lieux en vie. Mais voilà, si Carl était effectivement parti travailler ce soir-là et qu'en rentrant il avait appelé la police pour la disparition de son ex-femme, la police va quand même avoir un sérieux doute sur lui. Alors ça paraît peut-être un peu rapide, mais je pense qu'ici, quasiment les 3/4 d'entre vous se sont dit que sans doute Carl devait être le coupable. C'est exactement ce que la police s'est dit, surtout qu'ils étaient divorcés depuis peu et que Carl avait refait sa vie, en tout cas était en train de la refaire. Carl avait en fait une toute nouvelle petite amie et ce détail va faire dire aux policiers que oui, potentiellement il voulait juste totalement passer à autre chose et peut-être qu'il aurait pu tuer son ex-femme. Donc ils vont décider de monter un dossier à son encontre. Déjà, une des premières choses qui va attirer l'œil des policiers, c'est toute cette affaire de violence conjugale. Comme je vous l'ai dit, on n'en était pas sûr, mais il y avait énormément de rumeurs dans le village d'Ozark qui disaient que Carl était violent envers Tracy. Eh bien, les policiers vont l'interroger à ce propos et Carl va absolument tout nier. Il dira que leur famille était belle et heureuse et jurera qu'il n'avait jamais levé la main sur Tracy. L'enquêteur qui l'interrogeait va quand même dire qu'il y avait une douzaine de témoignages de personnes qui disaient que si, il avait au moins une fois levé la main sur Tracy et Carl dira que toutes ces personnes mentaient. Par contre, tous ces témoignages à l'encontre de Carl étaient quand même importants et assez plausibles. Par exemple, Dan Hulbert, âgé de 21 ans à l'époque, avait été voir la police pour dire qu'elle et son mari, Jeff Beasley, avaient été témoins des violences et d'ailleurs ils avaient vécu avec Tracy et Carl dans leur maison pendant 1 mois. Dawn dira alors que pendant tout ce temps où elle était avec eux en permanence, elle avait vraiment pu observer que leur quotidien était réellement bercé de violences autant physique que mentale. Dawn disait par exemple que Tracy n'avait pas le droit d'avoir beaucoup d'amis, ou en tout cas si elle avait des amis, ça devait aussi être les amis de Carl, et elle se rappelle aussi d'une scène en particulier qui l'a énormément choquée. Elle explique que elle et son mari Jeff étaient à table avec Tracy et Carl, et qu'à un moment donné, pendant qu'ils mangeaient, Tracy a demandé à Carl s'il pouvait lui donner un petit peu d'argent pour payer la facture d'eau. Carl se serait alors mis en colère et aurait placé ses mains autour du cou de Tracy et lui aurait dit une phrase comme « Je vais te tuer » ou alors « Un jour, je te tuerai ». Dawn raconte alors que Carl était devenu un autre homme et qu'elle avait dû les séparer parce que sinon elle en était sûre, Carl aurait pu tuer Tracy là comme ça à table. Dawn Hulbert dira alors aux enquêteurs que Tracy et elle avaient eu une discussion et dira par rapport à ça, elle voulait juste être une famille. Elle avait l'impression que si elle pouvait simplement traverser les moments difficiles, vous savez, ce serait ok. Ça explique d'ailleurs pourquoi Tracy n'avait jamais été se plaindre aux autorités pour expliquer qu'elle subissait des violences conjugales, parce qu'en fait sa famille était tellement importante qu'elle voulait la maintenir soudée. Évidemment, c'est clairement pas la chose à faire, mais je pense qu'elle se sentait seule, elle avait besoin d'avoir son mari auprès d'elle et elle a laissé passer, c'est vraiment triste. Mais voilà, avec tout ça, on peut quand même se dire que potentiellement, Carl est le meurtrier. Mais encore une fois, ce n'est pas tout. La police va se renseigner du côté de la nouvelle petite amie de Carl qui était âgée de seulement 17 ans et elle va être interrogée à son tour. Et là, elle va donner le mobile parfait qui aurait pu pousser Carl à tuer Tracy. En fait, elle va expliquer que Carl avait souvent dit qu'il souhaitait l'épouser, mais que malheureusement il ne pouvait pas car s'il quittait la maison, il devrait verser une pension alimentaire à Tracy, ce qu'il refusait de faire. C'est donc pour ça qu'il avait accepté de son côté de rester vivre avec Tracy même après le divorce.
Tout ce que je vous dis là, tout le monde va commencer à le savoir dans la ville d'Ozark et évidemment, les gens ne parlaient plus que de ça. Pour eux, c'était vraiment qu'une question de temps avant que Carl soit arrêté pour le meurtre de Tracy. Donc, ils attendaient tout simplement, mais ils disaient c'est sûr, il va être arrêté à un moment ou à un autre. Mais voilà, les jours vont passer, les années vont passer et Carl ne va pas être arrêté. En fait, la police était sûre que c'était bel et bien lui le meurtrier. Le truc, c'est qu'ils n'avaient pas assez de preuves pour l'arrêter. Oui, ils avaient énormément de témoignages. C'était comme si ça coulait de source que c'était lui qui s'en était pris à son ex-femme. Mais il n'y avait pas de preuves solides qui pouvaient mener à une audience au tribunal, par exemple. Bon, maintenant, je vais faire une petite parenthèse pour vous parler de ce qui est arrivé à Caroline, donc la petite fille du couple qui n'avait que 4 ans lorsque sa maman est décédée. Elle a été placée chez sa mamie, qui est donc la maman de Tracy, qui avait dans tous les cas l'habitude de s'occuper de Caroline. Mais voilà, du haut de ses 4 ans, Caroline savait qu'il était arrivé quelque chose à sa maman. Et on sait qu'à l'époque, elle avait d'énormes crises de larmes et pendant ces crises de larmes, elle demandait à ce que sa maman vienne la consoler. Sauf que sa maman n'était plus là. La mère de Tracy a malgré tout essayé de protéger sa petite fille, de lui donner tout l'amour possible pour qu'elle arrive à bien grandir et à s'épanouir. De plus, quelques temps après le drame, la mère de Tracy a déménagé avec Caroline au Texas afin que Caroline ne soit plus vraiment vue comme la petite fille dont la maman a été assassinée. Caroline a alors grandi tout en sachant que sa maman avait été tuée, mais elle ne savait pas vraiment comment ça avait eu lieu. Mais voilà, à un certain âge, elle a appris que ça avait quelque chose à voir avec son père. En posant des questions, elle a même compris que son père avait été abusif avec sa maman lorsqu'elle était jeune. Et en gros, elle va apprendre que son père était vu comme une très mauvaise personne. Comme je l'ai dit, les années sont passées sans que Carl ne soit vraiment arrêté. Et vers 2007, lorsque Caroline avait 21 ans, Carl l'a contactée. Il avait envie de la rencontrer. Par rapport à ça, Caroline explique qu'elle a accepté de rencontrer son papa, mais que ce n'était pas à cause d'un besoin viscéral de rencontrer son père. C'était plutôt par curiosité, parce qu'elle précise qu'avec sa grand-mère, elle avait vraiment eu tout l'amour dont elle avait besoin. D'ailleurs, c'est un peu mignon, mais dans une interview, elle dirait aussi que sa grand-mère était comme sa meilleure amie. Donc voilà, Caroline va accepter de rencontrer Carl, son papa, et elle se dit que peut-être elle aura des réponses. Donc le jour du rendez-vous va arriver. Et c'est assez décevant parce que oui, elle l'a rencontré, mais ils n'ont absolument pas parlé de Tracy, donc ça ne va pas vraiment faire avancer la situation. Les années passent encore et Caroline va vraiment essayer de comprendre ce qui est arrivé à sa mère, mais comme les policiers à l'époque, elle va vraiment se retrouver face à un mur. Malheureusement, en 2015, la grand-mère de Caroline décédera. Caroline retournera alors dans la ville d'Ozark pour enterrer sa grand-mère à côté du corps de Tracy. C'est à ce moment-là qu'elle va s'investir encore un peu plus parce qu'elle est de retour dans cette ville d'Ozark et elle se dit je vais poser des questions. Il y avait effectivement des personnes qui vivaient encore dans le village d'Ozark et qui avaient connu sa maman. Les habitants la mettront alors en contact avec le shérif de la ville qui dira à Caroline que justement, le département de police d'Ozark avait décidé de réouvrir l'enquête. Là, on est quand même près de 25 ans après le meurtre. Lorsque l'enquête a été rouverte, évidemment, on apprendra que le suspect principal était encore une fois Carl Harris, donc l'ex-mari. Les policiers en charge de l'affaire vont alors de nouveau interroger des témoins et cette fois-ci, une femme qui voudra rester anonyme viendra voir la police en disant qu'elle était une amie plus ou moins proche de Carl. Selon elle, quelques années auparavant, Carl aurait dit « La police est tellement stupide, je peux tuer quelqu'un et m'en tirer comme ça ». La police réinterrogera alors la petite amie que Carl avait au moment du meurtre et elle dira à la police que tout était flou dans sa tête. Elle se souvient évidemment d'avoir été choquée par la nouvelle, s'être dit « Ok, mon petit ami est potentiellement un assassin », mais elle dit que voilà, après ça, elle a vu de moins en moins Carl jusqu'à ce qu'ils se séparent complètement. Donc elle ne sait pas du tout où en est Carl maintenant dans sa vie et d'ailleurs elle n'a pas plus d'informations à donner à la police. La police va alors évidemment retrouver la trace de Carl et ils apprendront qu'il s'était construit une jolie vie pendant toutes ces années. Il avait d'abord déménagé parce qu'évidemment avec cette mauvaise réputation, personne ne voulait l'engager. Et quand les enquêteurs l'ont appelé en 2016, il vivait en Caroline du Sud, il avait une petite amie et même une petite fille et il travaillait dans la construction. Les policiers vont alors réinterroger Carl qui n'ira de nouveau en
bloc, il dira que non, il n'a jamais fait de mal à Tracy, mais les policiers avaient quand même entre-temps réuni encore plus de témoignages à son encontre. Ils étaient alors sûrs de sa culpabilité et cette fois-ci, le 13 septembre 2016, ils ont décidé de l'arrêter pour meurtre. Des journalistes ont interviewé Carl pour lui demander ce qu'il avait ressenti lorsqu'il avait été appelé par les policiers 26 ans plus tard et il dira « Je pensais que c'était une bonne nouvelle. Je pensais qu'ils avaient trouvé quelqu'un qu'ils surveillaient. Et quand ils m'ont dit qu'ils me regardaient à nouveau comme un suspect, ils sont revenus 2 semaines plus tard, m'arrêtant. » Évidemment, l'avocat de la défense de Carl prendra lui aussi la parole dans les médias pour défendre son client. Il n'y a absolument aucune preuve qui relie Carl Harris à ce meurtre. Absolument aucune. En 2016, dans cette zone, il y a eu des meurtres non résolus. Les policiers ont beaucoup de pression politique pour accuser quelqu'un. L'environnement d'Ozark, en Alabama, était tel qu'il devait faire quelque chose. L'avocat dira aussi être confiant pour le procès car, mis à part des témoignages, il n'y aurait aucune preuve à l'encontre de Carl car il était tout simplement innocent. En prévision du procès, les enquêteurs ont écrit un scénario possible. Selon eux, le 7 mars 1990, Carl aurait quitté son travail à 21 h, serait rentré chez lui et puis, pour une raison ou pour une autre, vu qu'il était, selon les témoignages, un mari violent, Carl se serait jeté sur Tracy et aurait commencé à l'étouffer en l'étranglant. Tracy aurait perdu connaissance et Carl, pensant l'avoir tuée, l'aurait jetée dans la rivière Choctawhatchee, là où elle a été retrouvée. Ils préciseront alors que Tracy, qui n'était finalement pas encore décédée, se serait noyée dans la rivière. Mais bon, l'avocat de la défense dira encore une fois que tout est faux et qu'il n'y a aucune preuve et que oui, c'est facile pour les policiers d'écrire un scénario par rapport aux preuves qu'ils avaient déjà. Finalement, le procès de Carl fut fixé à la date du 13 janvier 2020, près de 3 ans après son arrestation. Une semaine avant, Carl et son avocat préparaient le procès et ils relisaient les témoignages à l'encontre de Carl qui avaient été donnés en 1990. Quand tout d'un coup, un témoignage va vraiment attirer leur attention. Est-ce que vous vous rappelez de Dawn Hulbert, cette femme qui avait été voir la police en 1990 et qui leur avait raconté qu'elle avait vécu 1 mois avec son mari chez Tracy et Carl et qu'elle avait même vu Carl étrangler Tracy en lui disant qu'il voulait la tuer. Carl avait à l'époque nié ce témoignage en disant qu'elle mentait, mais en relisant précisément ce qu'elle avait dit à la police, son avocat va se rendre compte de quelque chose. Dawn, lorsqu'elle avait raconté la scène de ménage, avait précisément raconté la façon dont Tracy avait été tuée. En effet, quand elle avait témoigné, le public ne savait pas du tout que Tracy, en plus de s'être noyée, avait des traces d'étranglement autour du cou. Personne ne le savait. Or, Dawn, quand elle a été témoignée, elle a vraiment insisté sur le fait que lorsqu'elle assistait à la scène de ménage, Carl avait essayé d'étrangler Tracy en mettant ses mains autour du cou et disait même que Carl avait l'habitude de l'étrangler, que c'était un peu la manière dont il s'en prenait à elle. En 1990, la police s'était dit que le témoignage concordait, mais en 2016, la défense va justement se dire que c'est quelque peu étrange parce que si Carl ne l'a pas fait, comme il le dit, comment Diane aurait pu spécifier certains détails inconnus du grand public? Carl et son avocat vont alors chercher à la retrouver et ils vont apprendre qu'elle avait quitté la ville d'Ozark et qu'elle était maintenant divorcée. Quand ils la contacteront, Dawn dira qu'elle n'avait plus pensé à cette affaire depuis très longtemps et qu'elle ne savait même pas que quelqu'un avait été arrêté pour le meurtre de son amie Tracy. Il faut savoir qu'à l'époque, les deux étaient très proches, elles avaient plus ou moins le même âge et Dawn était enceinte à l'âge de 21 ans, donc au moment où Tracy est décédée, et c'est vrai qu'elle s'était rapprochée à ce moment-là parce que Tracy l'aidait pendant sa grossesse. Mais voilà, quand on demandera à Dawn de venir témoigner pour le procès, elle refusera. C'est quand même étrange parce que son témoignage était quand même celui qui avait le plus aidé la police dans le fait de coincer Carl Harris. Donc le fait qu'elle ne veuille plus venir témoigner, eh bien c'était étrange. D'autres personnes lui téléphoneront et tenteront de la convaincre de venir témoigner et là, Dawn dira une phrase vraiment, vraiment bizarre. Vous ruinez ma vie et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne voulez pas que je témoigne. Évidemment, après ça, Dawn va être obligée de venir témoigner parce qu'elle va être assignée à comparaître. En apprenant ça, Dawn va appeler le procureur et dira qu'elle ne peut pas venir témoigner car, selon ses mots, ce procès est celui d'un homme innocent. Le procureur lui demandera alors comment elle le sait et Dawn répondra « Je sais qu'il est innocent parce que l'homme qui a commis le crime me l'a avoué la nuit où il l'a fait. C'est mon ex-mari,
Jeff Beasley. Dawn racontera alors qu'à l'époque, en 1990, elle était sur le point de fêter ses 21 ans et elle était enceinte de Jeff, son fiancé. La nuit du 6 au 7 mars 1990, Jeff était rentré chez eux en pleine nuit et l'avait réveillée en lui disant « Je l'ai accidentellement blessée et maintenant elle est morte ». Dawn ne comprenait rien à la situation, elle a demandé de qui il parlait, il a répondu qu'il parlait de Tracy. Et là, elle lui a demandé plus de détails et il lui aurait dit « Je suis allée chez Carl pour parler à Carl. Carl n'était pas là. J'ai parlé à Tracy. J'ai essayé de la convaincre de le quitter. Elle s'est fâchée contre moi et nous nous sommes disputés. Je l'ai accidentellement blessée. Et maintenant elle est morte. » Ce jour-là, Jeff expliquera aussi à Dawn qu'il avait jeté le corps de Tracy dans la rivière car il ne voulait pas que Carl rentre chez lui et trouve son corps. À ce moment-là, Dawn, complètement paniqué, va dire à Jeff « Il faut absolument appeler la police ». Mais Jeff va dire que jamais personne ne le croirait et il va supplier sa petite amie de ne pas appeler les autorités. Et Dawn va faire le choix de l'écouter et de ne pas prévenir la police. Par rapport à ça, elle s'expliquera en interview et dira « J'avais un choix impossible à faire et j'ai vraiment lutté. Tracy mérite justice, mais le coût allait être si élevé. J'allais devoir gâcher toute ma vie. J'étais sur le point de me marier, j'étais enceinte. Ce bébé méritait une chance de vivre avec une famille aimante et une maman et un papa. » Par contre, Dawn dira aussi qu'elle a toujours été honnête quand elle disait que Carl était un mari violent. Elle dira même que la scène à table où Carl aurait essayé d'étrangler Tracy était réelle et que donc elle n'avait pas vraiment menti par rapport à ça. Aussi, Dawn précisera dans une interview que, sachant que Carl était une mauvaise personne, elle n'avait pas vraiment eu un gros poids sur sa conscience en sachant que c'était lui qui était vu comme le coupable. Bon, sinon, après toute cette déclaration, les policiers enquêteront sur Jeff et ils se rendront compte qu'il avait un casier judiciaire et qu'il avait fait 4 ans de prison pour cambriolage et tentative d'évasion. En 1991, un an après le meurtre, Jeff avait de nouveau été arrêté pour cambriolage et avait refait 5 ans de prison. D'ailleurs, quand il est sorti de prison en 1996, Dawn expliquera qu'il était devenu violent et que c'est après ça que le couple avait fini par divorcer, mais malgré tout, Dawn avait gardé son secret. Avec toutes ces révélations, évidemment, le procès de Carl va être annulé. Ils vont alors commencer à monter un dossier à l'encontre de Jeff et en regardant un petit peu les photos de la scène de crime, ils vont se rendre compte que près de l'endroit où le corps de Tracy a été retrouvé, quelqu'un avait écrit en très grosses lettres le nom Beasley, qui était donc le nom de famille de Jeff. La police va alors retrouver Jeff, qui vivait d'ailleurs toujours à Ozark et qui était camionneur. Ce ne fut pas long avant qu'il soit arrêté puis interrogé, mais évidemment, dès le début de l'interrogatoire, Jeff va absolument tout nier. Il va leur demander pour passer le test du polygraphe, donc en gros le détecteur de mensonges, mais il échouera le test. Malgré tout, même après ce test, il continuera à clamer son innocence. L'interrogatoire va durer 4 heures, au bout desquelles Jeff va finir par avouer que Tracy et lui avaient une liaison. Il dira que le jour du meurtre, ils étaient tous les deux descendus jusqu'à la rivière et qu'ils avaient eu une discussion. Tracy lui aurait dit qu'elle avait quitté son mari et que maintenant il devait faire la même chose avec Dawn. Elle aurait ensuite menacé Jeff d'absolument tout dire à Dawn. Et donc Jeff explique qu'après ça, une dispute entre deux aurait éclaté. L'enquêteur demandera ensuite à Jeff ce qu'il s'est passé et Jeff dira que pendant la dispute, ils étaient tous les deux juste au bord de la rivière et puis il dira cette phrase. Elle est descendue et n'est pas remontée. Donc en gros, il dit que Tracy serait comme tombée dans la rivière ou qu'il l'aurait poussée, on ne sait pas trop, et que oui, elle ne serait jamais remontée, qu'elle se serait noyée et que tout ça n'était qu'un accident. Donc, il ne dit pas qu'il l'a tuée, il dit que c'est un accident, mais il avoue quand même avoir été présent au moment de sa mort. Mais bon, la police se rend bien compte qu'il est toujours en train de mentir et en plus de ça, à l'époque, il avait dit à Dawn que la dispute avait eu lieu au domicile de Tracy et que c'est là-bas qu'il l'aurait blessée. Mais plus encore, personne ne va croire à l'hypothèse que Jeff et Tracy aient pu avoir une relation plus qu'amicale. D'ailleurs, quand Dawn va apprendre cette nouvelle version de son ex-mari, eh bien, elle dira à des journalistes « Il m'a dit que c'était un accident, tu sais. Mais maintenant, assise ici, je pense que peut-être qu'il l'a draguée, peut-être qu'elle a repoussé ses avances, peut-être qu'elle a dit « je vais lui dire »
et peut-être qu'il a paniqué et s'est assuré qu'elle n'allait pas ruiner sa famille. Finalement, la police et les procureurs n'ont pas cru la version de Jeff où il disait que tout cela n'était qu'un accident et il a été accusé du meurtre de Tracy Harris. Lorsque Caroline a appris que son père était innocenté, elle a été extrêmement soulagée. Le procureur qui lui a annoncé la nouvelle dira « Vous pouviez voir tellement d'émotions la traverser. On lui avait dit toute sa vie, ton père a fait ça, mais pour découvrir qu'il ne l'avait pas fait. » On pouvait dire non seulement qu'elle était soulagée, mais on pouvait dire qu'elle était si reconnaissante que quelqu'un ait résolu cette affaire. Au final, le procès de Jeff s'ouvrira la même année. Il va plaider coupable, mais simplement pour que sa peine soit amoindrie, mais au final, il sera condamné à 30 ans de prison. Je me suis demandé si Dawn, de son côté, avait eu des ennuis avec la justice, parce qu'elle avait quand même caché la vérité, mais non, elle n'a rien eu et on a plutôt été comme reconnaissant envers elle d'avoir finalement dit la vérité. Carl, de son côté, a voulu attaquer la ville d'Ozark et leur a demandé un dédommagement de 6 millions de dollars. Mais finalement, le procès ne s'est pas encore fait, en tout cas, il est toujours en attente. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire, cette vidéo. En fait, au final, on ne sait pas vraiment si Carl a été un mari violent ou non. Alors oui, il n'était pas meurtrier. Mais est-ce qu'il a vraiment levé la main sur Tracy à des moments ? C'est possible, ça n'a jamais vraiment été éclairci. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé. Et sinon, moi je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye!